Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. D'ailleurs, je remarque une affaire. Avant, nos émissions avaient des noms. Tu sais, moi, mon émission, ça s'appelait « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Maintenant, ça s'appelle juste Sophie Durocher. Mais je pense qu'avec ce qui s'est passé hier en ondes, notre émission pourrait s'appeler « Tout le monde en parle ». Oui, mais en le effet. titre est déjà pris, Cybèle, Olivier, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bonjour, c'est Bonjour. quoi? T'as dit à la prochaine chicane. Puis je pense Oui. que ça pourrait faire un bon titre pour ton émission. Ah oui, alors on va rappeler, je vais parler au patron, Mathieu, Dominique, André, Sylvain. Je vais leur dire, écoutez, à partir de maintenant, mon émission s'appelle plus Sophie Durocher, ça s'appelle À la prochaine chicane. Si vous n'êtes pas encore au courant, ben vous irez voir ça. Je n'en dis pas plus. Quelqu'un qui connaît ça, les chicanes, et qui porte le titre de l'émission que j'aurais aimé utiliser, mais qui est déjà pris, c'est évidemment, tout le monde en parle. Guy Lepage, qui est mon premier invité. Bonjour, Guy. Eh non, je suis curieux, moi. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ben, hier, je recevais un invité qui s'en est pris à un autre invité qui, précédemment, à mon émission la semaine d'avant, s'en était pris à lui. Fait que la chicane est pognée entre un certain Luc, un certain Louis, puis en tout cas, tout ça va finir d'une sorte de façon. Mais tout ça pour dire que je pense qu'en ce moment, on peut vraiment dire à Cube, c'est là que ça se passe, puis tout le monde doit écouter ça, puis tout le monde en parle. Mais t'iras vérifier ça dans les nouvelles, mon beau Guilla. Comment vas-tu, Guilla? Oui. Comment vas-tu? Ça va bien? Oui. Ça va bien, toi? Ben moi, ça va super bien. Écoute, je voulais te recevoir aujourd'hui parce que la semaine prochaine, j'imagine, tu vas être en relâche parce que dimanche prochain, tu présentes un concept d'émission, je trouve, drôlement intéressant. Le dimanche, une émission qui a été préenregistrée en janvier où tu reviens avec des acteurs de 2005 sur ce qui s'est passé, ce qui a changé en 20 ans. Comment tu as eu, ou toi ou ton équipe, comment vous avez eu cette idée-là de revenir à 2005? En fait, c'est Guillaume L'Espérance qui a eu l'idée parce que l'an passé, quand on a fait notre spécial 20 ans, on a invité des gens qui étaient venus en 2012, en 2006, en 2008. On faisait un petit peu le tour. C'est un genre de buffet, un espèce de petit appetizer de tout ce qu'on avait fait en 20 ans pour se rendre compte qu'il y a 20 ans, en fait, depuis 20 ans, tout le monde en parle et tout le temps, soit au cœur de l'actualité, au témoin de l'actualité, au commentateur de l'actualité, au changement dans l'actualité. Et on s'est rendu compte que 20 ans après, tout ce qui s'était passé en 2005 avait une résonance ou une répercussion 20 ans plus tard. Alors là, on a pris une chance. On était à l'automne. On a dit, on va appeler toutes ces personnes-là. Jean Charest était premier ministre. On l'a invité. Il a dit, ah oui, je vais y aller. Paul Arcand venait de sortir son film sur les voleurs d'enfance. Puis évidemment, il s'est passé plein de choses depuis ce temps-là avec la DPJ. Il a dit, bien sûr que je vais y aller. On s'est dit, c'est qui les vedettes à l'époque ou qui sont devenues des vedettes? Marc-André Grondin avec Crazy, Antoine Bertrand avec Junior Bougon. Alors, on s'est fait une liste comme ça. On avait reçu Lars Aguidel et Stephen Guilbeault dans le temps où ils étaient les cofondateurs d'Équiterre. Maintenant, aujourd'hui, il y en a un qui est ministre de l'Environnement. Et l'autre passe ses semaines à le critiquer. On les a invités, ils ont dit oui. Alors, honnêtement, Sophie, je pense que c'est même plus intéressant que l'émission qu'on a fait sur les 20 ans, qui était très le fun à regarder, là, que je renie pas du tout. Mais je pense que c'est encore plus organique, cette formule-là. Oui, surtout que l'émission, pour les 20 ans, il y avait un invité vraiment intéressant, je pense, qui s'appelle Richard Martineau. Cybèle qui lève les yeux au ciel. J'ai-tu le droit de parler de mon mari puis de le trouver bon, puis de le trouver intelligent? Oui, c'est sans ton que tu émission. lèves les yeux au ciel. Bon, OK. C'est correct. Parce qu'il y a ma Puis on l'a collègue... invité, puis tu devais être fier parce qu'on l'a invité. Ben, j'étais Puis fière il parce que avait c'est un bon invité indépendamment de tout ça. Je reviens un petit peu en arrière sur ce que tu as dit, Guilla. C'est que, justement, vous invitez Paul Arcand
évidemment, il avait fait à l'époque son film, donc Les voleurs d'enfance. Et ce qui est un peu désespérant, c'est qu'évidemment, depuis, il y a eu la commission Laurent, mais depuis que Paul Arcand avait fait ce documentaire-là sur la DPJ, on a l'impression que les choses n'ont pas tellement changé. Je regarde, par exemple, Maître Valérie Assouline, qui se spécialise justement dans les causes de la DPJ. Chaque jour, pour ne pas dire chaque heure, elle arrive encore avec des histoires d'horreur de la DPJ. Donc, toi, quand tu regardes dans le rétroviseur de ces 20 dernières années-là, es-tu découragé des fois de te dire, coudoncs, ça fait 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme sur certains dossiers sociaux, puis on a l'impression qu'on recule par en avant? Bien, je ne sais pas si on recule, mais ça avance trop lentement. Ouais. Ça, c'est clair que ça avance trop lentement. Il y a eu quand même des changements, Sophie, à la DPJ, là, depuis 20 ans, là, puis il y a eu la commission Laurent. Mais dans l'émission, en 2005, on souligne les problèmes en éducation, on souligne les problèmes dans le réseau de la santé. Et j'ai l'impression que c'est une émission qui est enregistrée la semaine passée. Ouais, c'est ça qui est désespérant. Mais tu trouves pas ça désespérant, Guilla, comme observateur? Parce que la santé, tabarnouche, au prix qu'on paye, comment ça se fait 20 ans plus tard que les temps d'attente dans les urgences, c'est pire que jamais? Je pense qu'il y a eu une amélioration de 12 minutes, soyons honnêtes. Oui, c'est vrai que c'est le 12 minutes qui fait la différence. Mais comme observateur, c'est vrai que c'est... Sophie, oui, regarde. Mais c'est qu'on les oublie en plus. Quand on a revu ce qu'on avait fait en 2005, on se disait, voyons, on aurait posé les mêmes questions au ministre de l'Éducation, on aurait posé les mêmes questions au ministre de la Santé. Oui, c'est désolant. Puis on parlait déjà de partenariat public-privé à l'époque. On parlait de où sera installé le nouveau CHUM. Ça faisait déjà 10 ans qu'il y avait des discussions où est-ce qu'il sera installé. Ça n'avance vraiment pas vite au Québec. C'est vraiment désolant. Écoute, je vois que donc dans cette émission-là qui va être diffusée le 9 mars, c'est Antoine Bertrand qui va être ton fou du roi. Je suis très surprise que tu n'aies pas invité un certain, comment il s'appelle donc? Danny Turcotte. D'ailleurs, je regarde, on a sorti les Zapettes d'or, les moments qui sont en nomination pour les Zapettes d'or cette année. Et dans la catégorie moments croustillants, il y a l'entrevue tendue de Danny Turcotte à propos de son livre « À tout le monde en parle ». Est-ce que tu penses que c'est ce moment-là qui va obtenir la Zapette d'or cette année? Je ne sais pas qui a croustillé en regardant ça, honnêtement. Moi, j'ai pas vraiment croustillé en faisant cette entrevue-là. Non. Écoute, je sais même pas c'est qui les autres en nomination. Là. Disons que la Zapette d'or... le gars qui a roté pendant, tu sais, la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Ah, c'est lui qui gagne. C'est l'interprète, le gars qui faisait la traduction en français, il a roté en plein milieu. Fait que t'imagines, tu pourras dire ça à un moment donné, Guilla, quand tu regarderas tous tes Gémeaux sur ton mur, là, tu pourras dire à un moment donné, j'étais en compétition avec un gars qui a roté en ondes. Non, mais plus sérieusement, ça a été quand même un moment très particulier. Moi, j'ai écrit dans le journal pour prendre ta défense parce que je trouvais que tu t'étais comporté de façon tout à fait exemplaire et que tu n'avais rien à te reprocher. Est-ce que les gens t'en parlent encore de cette entrevue-là avec Danny Turcotte ou de ton conflit avec lui? Est-ce que ça reste encore présent dans la tête des gens? En ce qui concerne l'entrevue, c'est au bout de 2 semaines environ, c'était terminé. Ah oui? Parfois, il y a des gens... Oui. Le nœud pousse sur le vieux dans l'actualité, tu sais. Puis en plus, comme animateur de Tout le monde en parle, c'était un damn if you do, damn if you don't. C'est-à-dire, si quelqu'un d'autre avait sorti ce livre-là, ou Danny, mais qui travaille sur une autre émission, on l'aurait invité pour qu'il en parle. Comme ça concernait Tout le monde en parle, si on ne l'invite pas, les gens vont dire qu'ils ne veulent pas en parler ou ils veulent cacher des choses. Alors, fallait le faire. C'était la moins pire décision des deux, je dirais. Ouais. Est-ce que depuis, je vais pas passer 4 heures là-dessus, mais juste d'un point de vue humain, est-ce que tu as eu l'occasion de boucler la boucle avec Danny et de régler votre accrochage ou ça reste une blessure d'amitié, une blessure professionnelle?
Au moment où on se parle, c'est une blessure d'amitié professionnelle. Non, j'ai pas eu le temps de lui parler. Je suis beaucoup plus occupé que lui. J'imagine que c'est lui qui aurait du temps peut-être pour initier ça, puisque c'est lui qui a parti ça au départ. Mm-hmm. Mais je suis pas rancunier. Moi, je pense pas à ça tous les jours. En fait, je te dirais, je suis pas dans une position, s'il appelle pas, je l'appellerai pas, etc. C'est juste que j'ai plein de choses à faire, puis j'ai plein de choses intéressantes à faire, puis plein de gens intéressants qui m'entourent. Alors, c'est quelque chose que j'ai mis derrière moi, là, puis que comme dans un to-do list, un jour, il faudrait que je fasse ça, là. OK, parfait. Très bien répondu. Écoute, moi, c'est sûr que je vais regarder cette émission-là dimanche prochain, d'autant plus que je trouve ça important. Moi, je le dis régulièrement, je trouve qu'il n'y a pas assez de place à la culture et j'inclus là-dedans, quand je parle de diffuseurs publics, j'inclus Télé-Québec et Radio-Canada, mais je l'ai dit à plusieurs reprises en ondes, je trouve que depuis un certain temps, Tout le monde en parle, vous faites de plus en plus de la place à la littérature, que ce soit Marie-Cécile Labrèche ou autre. Et justement, dans votre émission du 9, vous allez faire la part belle à la culture. Est-ce que tu penses pas quand même que hors Tout le monde en parle, il y aurait quand même de la place pour, par exemple, une vraie émission littéraire, une vraie émission où on parlerait de danse, où on parlerait d'architecture, où on parlerait d'autres formes de culture? Est-ce que tu penses pas, autrement dit, que ça fait quand même partie du mandat de Radio-Canada? Ben, ça fait partie du mandat, effectivement, mais il me semble qu'il y en a des émissions sur la culture, que ce soit à Radio-Canada, sur la première chaîne, à Art TV. C'est peut-être pas tout le temps les mêmes qui sont renouvelés, mais j'ai l'impression qu'il y en a des nouvelles régulièrement. Là. Je suis pas le directeur de la programmation. Non, je sais. J'ai l'impression qu'il y en a des émissions comme ça. As-tu des exemples à donner? Ben, il y a évidemment la nouvelle émission de Mariana Mazza. Elle était venue d'ailleurs à Tout le monde en parle pour se justifier parce que les gens critiquaient son émission avant même qu'elle soit allée en ondes. Ben là, on l'a vu, l'émission de Mariana Mazza. Et ben, c'est pas une émission qui prend vraiment les livres beaucoup au sérieux. Donc, pour des gens qui sont des amateurs de littérature, c'est sûr que c'est décevant que notre diffuseur public aborde pas le monde littéraire avec plus de sérieux. Je fais une parenthèse, à Tout le monde en parle, je pense qu'on le fait avec sérieux. Mais je pense que les Québécois, les Canadiens en général, ont un appétit pour plus que ça. Je pense qu'on nous en donne, mais on nous en donne pas assez. Ben, étant donné que je suis animateur de Tout le monde en parle puis que j'ai accès à pas mal tout ce qui se fait en culture, je suis mal placé pour te répondre. En fait, je suis gâté pourri là, de ce côté-là. Je sais pas mal. En fait, on gère l'abondance puis mon plus grand drame, c'est que je peux pas tout engouffrer. Tu sais, je peux pas m'empiffrer de tout. À chaque semaine, mes lectures, mes séries, mes expositions sont dirigés un peu comme à l'université, c'est des travaux obligatoires. Ouais. Mais j'aime beaucoup mes cours, alors je suis en général très content, puis je vais te dire, ce qui m'a plu le plus en 20 ans, c'est tous ces livres, toutes ces pièces de théâtre que je n'aurais pas vues ou lues parce que j'aurais été voir ou lire autre chose, et ça m'a ouvert l'esprit et la culture de pouvoir avoir accès à ces essais, ces pièces de théâtre, ces spectacles de danse que je serais probablement pas allé voir naturellement si j'avais pas été l'animateur. Puis j'ai découvert plein de choses. En fait, je suis très, très chanceux d'animer ça. Chaque année, je le réalise davantage. Tu sais que la ministre Saint-Onge a rendu son rapport après des consultations sur l'avenir de Radio-Canada et un rappel du mandat, de resserrer le mandat de Radio-Canada. Elle propose 3 choses. Doubler le budget de Radio-Canada. En contrepartie, enlever les publicités dans toutes les émissions d'information et enlever les frais d'abonnement. Les frais d'abonnement, je me rappelle très bien, Claude Meunier en avait parlé de façon très raide quand il était venu à ton émission, à Tout le monde en parle. Il avait dit ça n'a pas de sens que La Petite Vie, la première diffusion, ce soit à l'extra de Tout TV, puis que les gens soient obligés de payer pour ça. Donc, est-ce que tu vois d'un bon œil les différentes suggestions du rapport Saint-Onge? Ben écoute, la gratuité, il faut que ça se paye.
Alors, oui, je suis d'accord. D'accord. Mais je suis d'accord que ça devrait coûter plus cher parce que ça coûte 2 ou 3 fois moins cher qu'à peu près tous les pays du G7, oui. Du G7. Mais en même temps, aux États-Unis, regarde, les postes de télé appartiennent au privé, ce qui fait que tu peux avoir la télévision tu peux avoir la télévision de Donald Trump, tu peux avoir ça, je trouve ça dommage. C'est important une télé publique. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui. Puis c'est important qu'elle soit bien financée parce que si elle ne l'est pas, ben il faut qu'elle aille chercher de l'argent dans le marché de la pub, il faut qu'elle aille chercher de l'argent dans le marché des abonnements. Moi, c'est sûr qu'idéalement, je trouve que tout ça devrait être gratuit, mais comme je te disais, la gratuité se paye. C'est pas beaucoup, 30 $ de plus sur l'ensemble des taxes. Ça ne veut pas dire que ça me coûterait et que ça te coûterait 30 $ de plus. Ça serait pris peut-être probablement ailleurs. Mm-hmm. Mais chose certaine, c'est que la ministre Saint-Onge, que j'aime beaucoup par ailleurs, comme elle va partir, puis comme il va y avoir des élections, ben j'espère que son successeur ou sa successeur va ramasser ce dossier-là puis voir quel millage il ou elle peut faire avec. Mais là, présentement, c'est un projet qui ne verra peut-être jamais le jour pas à cause d'elle, parce que même si elle démissionne, elle peut être remplacée, mais à cause des élections, puis qui pourrait être le prochain gouvernement. C'est ça, on verra si c'est M. Carney ou si c'est M. Poilievre. Écoute, avant de te laisser aller, puis j'apprécie beaucoup que tu prennes le temps de me parler aujourd'hui, je sais que tout le dossier des personnalités publiques qui sont menacées de mort ou harcelées sur les médias sociaux, c'est quelque chose qui te touche énormément. Toi, à 2 reprises, je pense que c'est en 2011, 2021, tu avais porté plainte à la police parce que tu avais été menacé de mort, toi et d'autres personnes. Comme tu le sais, récemment, moi, il y a un gars qui m'avait menacé de mort. Je donnerai pas son nom, mais il a été trouvé coupable et il a eu sa sentence, puis il n'a pas de casier judiciaire. Il y a beaucoup de gens que ça a choqué. Est-ce que toi... Moi aussi. Moi, ça m'a choqué. Toi, ça t'a choqué? Totalement. Je trouve que ce gars-là aurait dû purger une peine. Il aurait dû être condamné. Il aurait dû avoir un dossier ou des travaux communautaires, whatever. Là, il en a eu des travaux. Mais il a eu des travaux communautaires, mais pas de casier judiciaire. Une absolution. Ouais. Le problème avec des menaces de mort, même quand c'est fait de la façon qu'il l'a fait puis, mettons qu'on le croit, là. Mettons que ce qu'il a dit, il n'aurait pas dû faire ça, il était fâché. Mettons que c'est vrai, Sophie. Mais il y a des gens qui l'ont lu et qui ont dit, c'est vrai, il a raison. Moi, c'est ça qui est arrivé. En fait, c'est arrivé plus que 2 fois. Oui. J'en parle pas tout le temps, mais disons que moi, j'interviens de façon assez agressive. En général, les personnes regrettent beaucoup après d'avoir fait ça. Soit ils perdent leur emploi, soit ils se font condamner, etc. Une menace de mort, c'est une menace de mort. Puis le côté de dire aujourd'hui, en 2025, après 20 ans d'Internet et de réseaux sociaux, je savais pas qu'elle irait ça, je pensais pas que c'était grave, on peut plus s'exprimer en société. Déjà dire ça, il faut que tu sois un hostie de cave. C'est clair que ça se rend. En fait, si je suis dans un bar puis je dis elle m'énerve, Sophie Durocher, il y a 3 personnes peut-être qui m'ont entendu, des gens qui buvaient à côté de moi. Si je l'écris sur un réseau social, c'est des centaines de personnes, des milliers, dépendant du millage que fera ce message-là. Moi, j'ai pas de pitié pour lui. Je trouve qu'il y a eu une sentence bonbon. Moi, j'aurais collé sentence. Merci de ta solidarité. Je l'apprécie beaucoup, Guilla, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pris position publiquement pour me défendre. Pas me défendre moi, personnellement, on s'en fout de moi puis de mon petit nombril, mais de défendre le principe que des menaces de mort et un harcèlement criminel, c'est grave. Donc, voilà. Écoute, merci, bonne chance. On va écouter ça le 9 mars. Puis, écoute, ce dimanche, c'est très particulier. Je n'avais pas du tout vu ça passer. Tu reçois Manon et Raymond Bissonnette, les parents d'Alexandre Bissonnette. Ils ont écrit un livre « Quand il n'y a pas de mots », c'est ça? Oui. C'est eux qui racontent tout ce qui s'est passé depuis le malheureux événement, puis tout ce qui a précédé ça. C'est très touchant, je dois t'avouer, parce que, d'une certaine façon,
c'est des victimes collatérales aussi, là. Absolument. Ce qui est bien, c'est qu'ils excusent pas du tout les gestes de leur fils, là, puis qu'ils remettent aucunement en question sa condamnation. Mais ils ont eu beaucoup de temps pour réfléchir sur ce qui s'est passé. Puis c'est ça. On les reçoit, ils ont accepté de donner une entrevue. Ça va être à tout le monde en parle. Alors là, je suis en train de terminer le livre, là. Ouais, je te le sens même dans ta voix, juste le fait que d'en parler, à quel point ça vient te chercher. Donc, on écoutera ça dimanche. Et puis, tu vas être en compétition quand même avec les Oscars, puis Star Academy, puis une coupe d'affaires. Et le 9, on va écouter ça. Ça me bouleverse. Oui, je le sais. Beaucoup. Hey, merci beaucoup, Guilla, d'avoir pris le temps. Guilla Lepage, animateur, auteur, comédien, humoriste, etc. Alouette. Merci beaucoup. Salut. Bye.